Monsieur Gage, je vous donne bien sûr votre rebond. Merci. 2 autres questions, enfin, en tous les cas, la première un peu dans le prolongement. C'est l'occasion ici de pouvoir vous permettre de vous exprimer sur des sujets qui sont, dans le débat et notamment, dans la presse. On a vu passer une série d'articles et d'interpellations sur une production qui s'appelle Bienvenue au monastère, sur laquelle la question de la promotion et de la valorisation d'un lieu pour lesquels des personnes ont fait état, alors je ne sais pas s'il y a des procédures judiciaires, mais en tous les cas, des situations soit de violences sexistes ou sexuelles, soit potentiellement de dérives sectaires. Est-ce que quand vous avez le choix d'une production de cette nature, vous anticipez dans une cartographie des risques les questionnements de cette nature qui peuvent être posés? Et comme je n'aurai pas le droit à un troisième rebond, mais que je veux garder mon temps de parole, je vais vous poser une autre question qui n'a rien à voir, qui est sur celui de la comptabilisation de l'expression politique à laquelle C8 est assujetti. Je ne me trompe pas. Voilà. Il n'y a pas à proprement parler d'émissions politiques sur C8, mais il peut y avoir des invités politiques dans les différentes émissions d'information ou d'entertainment qui existent. Le recrutement de chroniqueurs issus de formations politiques, je suis au Parti socialiste et Ségolène Royal est aujourd'hui une intervenante régulière. Quand elle commente la Joconde sur le plateau de C8, est-ce que vous pensez que la règle de l'Arcom est pertinente de comptabiliser ce temps d'expression où elle fait un peu des explications sur ce qu'est la Joconde, les conditions dans lesquelles elle a été peinte, sous les commentaires amusés, narquois, enfin humoristiques des chroniqueurs présents, chacun apprécie. Est-ce que vous considérez que c'est du temps d'expression politique, vous, dans le fond? Alors, merci pour vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Je vais répondre dans l'ordre. Donc, on va commencer par Bienvenue au monastère, qui effectivement a été commenté dans un certain nombre de supports de presse. Alors, Bienvenue au monastère, c'est une adaptation. C'est un format qui existait en Hollande depuis 2011, me semble-t-il. Et moi, je l'avais visionné il y a 5 ans environ. J'avais été complètement interpellé par ce format qui en fait propose de respecter la règle d'un monastère, d'un couvent et entre autres potentiellement la loi du silence. La loi du silence en télévision, c'est quand même le concept le plus improbable possible. Je l'ai mis de côté en me disant que c'était pas forcément le moment et puis la société évolue et entre autres puisqu'on prépare un documentaire là-dessus sur la dangerosité des écrans pour chez les jeunes, doc qui est préparé par Carole Bien-Aimé Besse, ancien membre du CSA, qui a écrit un ouvrage remarquable sur ce sujet. Et je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, et puis il y a des études qui le montrent, il y a des gens qui préfèrent payer des forfaits de téléphonie mobile, de tablettes, enfin, de toutes sortes d'opérateurs, plutôt que de soigner ce qu'il y a dans leurs assiettes. Donc je dis, on est vraiment devenus finalement des objets qui portons des écrans, qui nous informent, qui nous divertissent, et ce concept, donc c'est une façon de se déconnecter avant tout, dans un contexte particulier qui est un peu contraint, mais si on ne vous contraint pas, vous avez toujours, et je peux vous dire qu'on a bien vérifié qu'il n'est pas de portable de secours, ou voilà, c'était inviter des gens qui font partie de la société du spectacle à décompresser et à chercher une certaine intériorité. S'en est suivi une polémique sur les béatitudes et sur Saint-Jean. Alors déjà, à la base, sur le plan réglementation, le producteur doit m'assurer qu'il n'y ait pas de malfaçon et de difficulté à être en contact avec ces communautés. Il se trouve que c'est pas ces communautés qui étaient mises en avant, c'était par exemple Sœur Catherine. Sœur Catherine, c'est une femme qui fait de l'encadrement, qui a, alors je vais vous dire parce que j'ai pas appris ces trucs, mais qui a un diplôme d'état d'éducateur spécialisé à l'EFEP. Elle travaille dans la semaine en tant que laïque dans une association de jeunes en difficulté. C'est une personne qui avait l'habitude de la caméra, ce qui est aussi important puisqu'elle a participé au film qu'avait fait Gad Elmaleh.
Et je pourrais vous citer, mais je pense que ça va être un peu long et assez ennuyeux, toutes les vérifications. En fait, Saint-Jean et Béatitude font partie aujourd'hui de l'Église catholique, ont été réhabilités par le Vatican et ne sont absolument pas. Alors, il y a des termes très techniques. Hein, donc, concernant Saint-Jean, on a une lettre du discataire et de la Cité du Vatican qui précise c'est pourquoi notre congrégation, reconnaissant le travail entrepris, souhaite encourager tous les frères de Saint-Jean à poursuivre leur chemin humblement, avec courage, confiance et détermination à la suite de Seigneur Jésus. Adhésion à la CCR, commission de reconnaissance et de réparation. Donc ils font bien allusion à ce qui s'est passé auparavant, mais aujourd'hui, une lettre ouverte aux personnes des victimes, et nous, effectivement, les premières personnes à qui on a pensé, c'est effectivement les victimes de ces abus. Un email du cardinal Bustillo, cardinal à Ajaccio, qui prouve son accord et son intérêt vis-à-vis du programme Bienvenue au monastère. Le décret canonique propre à l'Église de Monseigneur Le Bourgeois, qui a reconnu la communauté en 86, toujours pour parler de la communauté de Saint-Jean. Enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai autant de choses à votre disposition sur Sœur Catherine. Voilà, nous, très clairement, il y a d'une part, donc non, je n'étais pas au courant de l'historique des faits en 2000, je crois, de ces communautés religieuses. Le programme a rencontré son public et a rencontré son public surtout parce qu'il ne cherche pas à promotionner l'Église catholique, mais à montrer que ça fait du bien de se retrouver une fois de temps en temps non connecté. Très bien, M. Appiato, sur la deuxième partie de la question, pour notamment l'exemple de Ségolène Royal et des personnalités politiques. Ségolène Royal, alors il fonctionne très comme ça. Ségolène Royal, c'est un coup de cœur, une rencontre entre Cyril Hanouna et Ségolène Royal, qui fait que Ségo veut Madame Ségolène Royal, pardon, veut venir expliquer chaque semaine de façon pédagogique à un public, puisqu'on le dit assez souvent, les 15-24 sont fort nombreux devant Cyril, des mots qu'il ne comprendrait pas forcément, le remaniement, l'inflation et ainsi de suite. Est-ce que pour autant ça devrait être décompté en tant que temps de PS? Mon impression à moi, non. Maintenant, l'Arcom est juge de cette décision et je la respecte. Quand il s'agit d'embaucher Ségolène Royal à la rentrée, nous avons demandé à Madame Royal de faire la démarche auprès de l'Arcom pour savoir comment elle s'est réétiquetée. Et l'Arcom a reçu Madame Royal et Madame Royal a été étiquetée Parti socialiste parce qu'elle avait, paraît-il, ou je ne sais pas, vous allez peut-être nous éclairer de l'avenir pour peut-être conduire une liste à l'époque aux élections européennes et ou autres. Donc ils n'ont pas souhaité qu'elle soit sans étiquette, contrairement à Madame Bachelot qui est sur BFM ou Monsieur De Villiers qui est sur CNews. Pour juste repréciser, ils ont considéré que les chances qu'elle se représente n'étaient non nulles et donc effectivement on considérait qu'on devait la décompter dans le temps de parole. Et même si on peut s'interroger légitimement comme vous le faites sur telle prise de parole qui n'a rien à voir avec la politique au cas par cas, l'avantage c'est que ça donne une ligne de démarcation qui est relativement claire pour le décompte du temps de parole dont nous sommes comptables. Et effectivement... ça nous donne à minima une façon de procéder pour décompter de façon objective le temps de parole. Et on sait que ce débat va être assez important dans les jours, voire mois à venir, s'agissant notamment des chaînes d'information. On l'a évoqué ce matin. Et qui précède effectivement le débat sur les temps de parole, puisque on comprend bien que la décision du Conseil d'État nous appelle justement à revoir cette règle-là. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant dans votre intervention, M. Viret, c'est que vous nous expliquez qu'il y a eu une rencontre préalable entre Mme Royal et l'Arcom avant que l'Arcom prenne sa décision. Et ça, c'est effectivement un élément très important sur lequel nous pourrons revenir prochainement, de mémoire le 21 mars prochain, avec le président de l'Arcom. C'est effectivement très important dans le processus. Alors, comme M. Viret, vous aviez un complément avant que je redonne la parole au rapporteur? Oui, un dernier point, parce qu'on parlait des temps de parole, ça fait partie des obligations de C8, et les temps de parole ont toujours été respectés toutes les années, y compris les années présidentielles où on a accueilli tous les représentants des candidats. Donc C8 a un bilan remarquable sur tous les temps de parole politiques. In extremis. Je prends la parole de notre collègue